Vous écoutez Napoléon, la campagne de Russie, épisode 4. La grande armée s'épuise et se décime un peu plus tous les jours. Le vent est coupant comme un rasoir et pénètre jusqu'à la moelle. Le froid rend les membres aussi fragiles que l'albâtre. La glace soude les paupières, les doigts se collent à l'acier des armes. Les jointures des pieds et des mains cassent à la moindre torsion, mais sans aucune douleur. Pour s'emparer plus facilement des vêtements de ceux qui périssent, il ne faut pas attendre que les corps soient congelés. Plus d'un se trouve dépouillé avant d'avoir rendu son dernier soupir. Épuisé par cette marche inhumaine, je quittais les rangs et rejoignais quelques soldats. Il me restait une pomme de terre à manger. Par un trait d'égoïsme que je ne me suis jamais pardonné, je ne voulais pas la partager avec mes amis qui mouraient de faim. Mais ce n'était plus que de la glace. Mes dents glissaient dessus sans pouvoir en détacher un morceau. Une envie terrible de dormir me prit, mais je savais que m'assoupir serait fatal. Je devais bouger, marcher, rester éveillé. Et je me remis en route. Le blizzard et la nuit ont désorienté Bourgogne. La neige a recouvert ses traces. Il marche ainsi jusqu'à l'aube, à la recherche de son régiment. Il ne sent plus ni ses membres, ni la vermine qui le ronge. Au petit matin, il découvre les restes d'un convoi. L'espoir de trouver des vivres, de quoi subsister encore quelques heures sur cette terre de malheur. Mémoire du sergent Bourgogne. Il faut avoir senti la rage de la faim pour comprendre. L'on mangerait le diable s'il était cuit. La haine se mêlait à la compassion. Mais les soldats russes souffraient aussi de privation. Un prisonnier, c'était une bouche à nourrir. Il fallait faire des choix. Au fur et à mesure que les troupes progressent, elles laissent derrière elles des égarés, des attardés, des malades, etc. Jacques-Olivier Boudon, professeur d'histoire à l'université de Paris-Sorbonne et président de l'Institut Napoléon. Et immédiatement, ces hommes sont faits prisonniers. Le sort des prisonniers variait selon les cas de figure. Marie-Pierre Ray, professeur d'histoire russe à l'université de la Sorbonne. Ceux qui avaient la chance, entre guillemets, d'être remis à l'armée régulière étaient conduits sous escorte vers l'Est pour éviter qu'ils reviennent combattre. Et puis il y a ceux qui vont connaître un sort encore plus terrible. On laissait les malheureux prisonniers dépouillés de tout aux mains des communautés villageoises qui souvent les mettaient à mort. Alexandre, choqué de ces révélations, fera tout pour interdire pareille pratique, promettant une récompense aux soldats et aux paysans qui confient les prisonniers à une autorité civile en vue de les placer sous garde sûre. Mais les exactions contre les prisonniers sont aussi le fait des Français. À Smolensk, 600 prisonniers russes jugés inaptes à la marche ont été exécutés. Alexandre s'impatiente. Il sait le dénouement proche. La Bérésina, l'occasion unique. Il donne à ses hommes l'ordre de capturer Napoléon. La Bérésina, c'est une bataille qui va marquer les esprits dans la campagne de Napoléon. Jacques-Olivier Boudon, professeur d'histoire à l'université de Paris-Sorbonne et président de l'Institut Napoléon. C'est le nom d'une rivière, et d'une rivière qui fait obstacle à l'armée de Napoléon. Et Koutouzov a l'idée que la Bérésina sera l'obstacle qui lui permettra d'encercler Napoléon et de s'emparer de son armée. Donc l'armée qui arrive de Moscou s'approche de la Bérésina et espère franchir la rivière à un endroit qui s'appelle Borisov, où il y a un pont. Le maréchal Oudinot, sur ordre de Napoléon, fond avec hardiesse sur la ville de Borisov, dont il s'empare sans difficulté. Mais les Russes ont incendié le pont,
C'est donc un pont en proie aux flammes qu'Oudinot découvre. Partiellement détruit, condamnant le seul accès qui permettait à la Grande Armée de franchir la Bérésina. Oudinot ordonne sans tarder des missions de reconnaissance afin de trouver un autre passage. Malgré la neige abondante, l'une de ces unités conduites par Corbineau va avoir de la chance. Égarée sur l'autre rive, elle croise un paysan trempé jusqu'aux aisselles et en déduit la présence d'un passage à gué aux environs. Le paysan interrogé leur montre la voie, tout près du village de Studienka, à peine à 13 km au nord de Borisov. Mais Napoléon n'est pas seul à mesurer l'importance stratégique du pont de Borisov. Tchitchagov, avec 30 000 hommes et 100 canons, défend la rive gauche. Dans le même temps, avec 80 000 hommes, Kutuzov s'est lancé sur les arrières des forces napoléoniennes. Il a en outre demandé au général Wittgenstein de terminer la manœuvre d'encerclement avec 30 000 hommes. Mais Napoléon a prévu la parade. La situation apparemment désespérée de sa grande armée n'avait pas entamé la sérénité de l'empereur. Tout autre que lui eût été accablé. Mais Napoléon était plus grand que son malheur. L'espoir l'enivrait plus que le plus grand revers ne l'abattait. Napoléon va avoir l'idée géniale du leurre, qui va de fait fonctionner très bien, puisqu'il va ordonner, une fois Borisov repris par les Français. Marie-Pierre Ray, professeure d'histoire russe à l'université de la Sorbonne. Il va ordonner beaucoup de constructions ostentatoires à Borisov pour donner le sentiment, l'impression russe qu'il va passer par là. Et de nuit, dans la plus grande discrétion, feux éteints, il va commencer à ordonner le transfert de ces hommes dans le sillage des pontonniers des Blés chargés de construire les deux fameux ponts à hauteur de la Studienka. Si l'armée de Napoléon ne parvient pas à franchir la Bérésina, il n'aura plus le choix. Il devra capituler. C'est le sort de la France qui se joue. Napoléon se rend à plusieurs reprises sur la rive observer les feux des bivouacs russes. Leur multiplicité et leur densité le rassurent. Son plan fonctionne. Les Russes pensent que le principal point de passage est à Borisov. Studienka n'est cependant qu'à 2 heures de marche pour une armée entraînée. Le risque d'être rattrapé et attaqué reste réel. Il faut protéger la rive droite de la Bérésina au niveau de Studienka. Napoléon ordonne aux 50 cavaliers du général Corbineau de traverser à la nage. Chaque monture transporte en plus un fantassin sur sa croupe. Avec des radeaux de fortune confectionnés en urgence, 400 soldats rejoignent les courageux cavaliers. Incessant balai d'aller-retour entre les rives. Parallèlement, les maigres forces russes du général Kornilov se font pilonner par 50 canons commandés directement par Napoléon. La rive droite est rapidement dégagée. Deux heures plus tard, on commence à installer les chevalets. Le général Eblé n'hésite pas à donner l'exemple et se jette le premier dans l'eau glaciale. À sa suite, les héroïques pontonniers, dévêtus, s'attellent à la tâche, ignorant les monstrueux glaçons de la rivière. Ces blocs de glace acérés comme des lames rendent pourtant leur tâche particulièrement dangereuse. Bientôt plongés dans l'eau jusqu'aux épaules, les pontonniers poursuivent l'installation des chevalets. Beaucoup y laissent la vie, abandonnés au courant. Ils sont aussitôt remplacés par d'autres braves. En fin de matinée, le pont de l'infanterie est achevé. À peine achevé, le premier pont est emprunté par les troupes d'Oudinot dès 13 heures. Pressées de renforcer la rive droite, elles traversent en hâte le pont qui oscille. À 4 heures de l'après-midi, le deuxième pont est achevé à droite du premier. Près de 10 000 soldats ont franchi la rivière et atteint la rive droite. La nuit arrive, il faut en profiter. Attelage et canon s'engagent.
Le pont vibre et cède à 3 reprises sous le poids de la masse. Les pontonniers se rejettent à l'eau, dévoués. Il faut réparer ou remplacer les portions détruites. Le temps presse. Par moins 30, ils remettent le pont en état en moins de 3 heures. Napoléon et son état-major ne passeront sur la rive droite de la Bérésina que plus tard, continuant d'encourager la traversée des pelotons qui arrivent à flot continu. Depuis le matin, les ordres de Napoléon sont clairs. On ne laisse passer que les troupes en ordre et armées. Les autres, vivandiers, traînards, civils, sont rudement repoussés. Après plusieurs jours de marche solitaire, le sergent Bourgogne retrouve enfin des compagnons. Il se joint aux civils et aux traînards qui, depuis la veille, attendent pour franchir le pont. Comme l'écrira un témoin, eux qui étaient entrés en Russie pour lutter contre la barbarie et introduire la civilisation ne sont plus que des débris, des fantômes pathétiques. Dans la nuit du 27 novembre, chose étonnante, presque plus personne ne se présente pour passer le pont. La voie est libre. Mais Bourgogne, épuisé, fiévreux, s'endort, à côté d'un bon feu. Au petit matin, il est réveillé par des coups de canon. Il comprend alors que pour avoir une chance de survie, il lui faut impérativement franchir le pont. Mieux vaut mourir d'un coup de boulet que de froid ou de faim. À 7 heures du matin, absolument seul, il se lève, prend ses armes et sans rien dire à personne, avance vers le pont. Les membres gelés. Les os aussi fragiles que du verre rendent sa marche extrêmement difficile. J'ai vu les femmes supporter avec un courage admirable toutes ces peines. Il y en a même qui faisaient honte à certains hommes, qui ne savaient pas supporter l'adversité avec courage et résignation. C'est sur un pont totalement désert qu'il franchit la Bérésina. Lorsque je fus de l'autre côté du pont, j'aperçus sur ma droite une grande baraque en planches. C'était là où l'empereur avait couché et où il était encore. Bourgogne a atteint la rive droite et rejoint ses camarades. Mais il ne sait pas que 4 heures plus tard, le cauchemar va recommencer. Sur la même rive, le général Tchitchagov et 27 000 hommes foncent sur le corps d'armée d'Oudinot. Le combat qui s'engage est terrible. Oudinot doit à tout prix rester maître de la rive droite, lieu vital du débarquement. Au même instant, sur la rive gauche, le général Wittgenstein, à la tête de 40 000 soldats, attaque les 10 000 hommes du maréchal Victor, l'arrière-garde restée près de Studianka. L'armée napoléonienne est prise en tenaille. Rive gauche, c'est la panique. Au milieu des engagements et des canonnades, des milliers de traînards et de civils qui patientent depuis 2 jours se précipitent pêle-mêle sur les rampes d'accès au pont. Hommes, femmes et enfants terrorisés meurent victimes des boulets de canon, piétinés par les chevaux ou perdent pied sur les ponts glissants. Témoignage du baron de Larrey, chirurgien de la Grande Armée. L'épouvante était dans tous les esprits. Le plus fort abattait le plus faible, qui était foulé aux pieds de la multitude. On n'entend de tous côtés que des cris lamentables. Quelques-uns parviennent à franchir le fleuve à la nage, d'autres ont le malheur de se noyer ou de se trouver embarrassés au milieu des glaçons. Jusqu'à 11 heures du soir, les engagements se poursuivent avec férocité au son des canons et des fusillades, sous une neige violente. À la fin d'une journée harassante, lourde de pertes, les armées russes ont été repoussées et les 2 rives de la Bérésina restent aux mains de Napoléon. À la Bérésina, Napoléon prend la décision du chef de guerre, la seule qu'il pouvait prendre. Il veut sauver son armée, il veut continuer la campagne militaire. Thierry Lantz,
directeur de la Fondation Napoléon. Les traînards n'ont pas voulu passer les ponts pendant la nuit, les Russes arrivent, eh bien l'ordre de brûler les ponts est exécuté. Dans la nuit, le général Eblé reprend sa mission. Il exhorte les survivants de la rive gauche à traverser le dernier pont praticable. Eblé est un homme tout à fait remarquable, c'est-à-dire dévoué à sa cause, très très dévoué à l'empereur, mais en même temps c'est un homme profondément humain. Et lorsque Napoléon lui donne l'ordre d'incendier les ponts, il sait très bien ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'il y a des milliers de gens qui vont être livrés à la violence des Cosaques. L'ordre fatidique. Brûler les ponts. Le général Eblé, en voyant les Cosaques approcher, s'y résout. La mort dans l'âme. Dès les premières flammes, c'est la cohue pour traverser. Les traînards accourent de toutes parts. Une foule désordonnée, confuse et piétinante. 12 000 traînards ou civils et environ 3 000 combattants jouant des coudes pour survivre. Vue de la rive droite impuissante, la rive gauche n'est qu'un théâtre d'horreur et de souffrance. Sauf qui peut général, chez les malheureux pris entre deux feux, acculés par les Cosaques qui ne font pas de quartier. Pris au piège des ponts livrés aux flammes. Impossible d'avancer, impossible de reculer. Sous la ruée, le pont s'effondre. Hommes, femmes, enfants trépassent au milieu des flammes ou se noient dans l'eau glacée. Le bilan humanitaire sera catastrophique. Et la Bérésina, une occasion manquée pour Koutouzov. 7000 soldats et 2000 officiers de Napoléon, sa garde impériale, ses maréchaux, son état-major, ont réussi à échapper à 3 armées russes, très supérieures en nombre. Napoléon n'a perdu aucune bataille, mais il a perdu toute la campagne. Victor Bezotosny, directeur du Musée national d'histoire de Moscou. Plus de 600 000 personnes ont cessé d'exister. Ils sont devenus prisonniers ou sont morts en Russie. C'est le résultat de la campagne. De fait, pour les Russes, la Bérésina, c'est un échec, puisque eux voulaient capturer Napoléon. La bataille de la Bérésina est à la fois un désastre et une victoire pour l'armée française. Dominique Lieven, professeur d'histoire russe à l'université de Cambridge. Sous bien des aspects, elle est devenue un moment d'intense fierté. Bien sûr, des milliers de Français sont morts à la Bérésina, mais l'essentiel de l'armée française a pu s'échapper. Et par l'essentiel, je veux dire ses généraux, ses officiers d'état-major, tous les cadres militaires indispensables. Napoléon était capable de lever une nouvelle et redoutable armée en 1813. En ce sens, ce fut une victoire. Le 5 décembre, au 48e jour de la retraite, Napoléon, qui ne supporte plus d'être sans nouvelles de sa capitale, prend la décision de rentrer à Paris. Il ordonne à Caulaincourt de l'accompagner. Après avoir traversé le duché de Varsovie, ils font étape en Allemagne. Incognito, espère-t-il. 3 jours plus tard, Napoléon fera son entrée aux Tuileries. Pendant que la Grande Armée n'en finit pas de battre en retraite, à travers des forêts enneigées, marécageuses et verglacées, toujours poursuivi et harcelé par les Cosaques et les troupes de Koutouzov. La population française ne doute pas de Napoléon après 1812. Thierry Lantz, directeur de la Fondation Napoléon. D'ailleurs, elle ne doutera pas de Napoléon jusqu'à la fin, jusqu'en 1814. Napoléon a joui d'une part d'une relative popularité, même d'une popularité certaine, mais surtout on a très confiance en lui. C'est quand même un homme qui vient de passer les 12 dernières années à remporter toutes les batailles qu'il a livrées. Et on se dit, bon, il y a eu un accident en Russie à cause de l'hiver, alors que ça n'est pas seulement à cause de l'hiver, et que l'empereur va tout réparer. La campagne de Russie marque pourtant le début du déclin pour le Premier Empire. 2 ans plus tard, ce sera la défaite contre les Anglais à Waterloo. Et la France retrouvera ses frontières d'avant 1790.
C'est en revanche le début d'une nouvelle ère pour la Russie, qui s'invite au premier rang du concert des nations. Cette guerre patriotique aura permis à la Russie de se forger une identité nationale que célébreront écrivains et musiciens. Caulaincourt écrira « L'habitude du succès nous aura coûté bien cher en Russie. Nous n'avions jamais appris à battre en retraite. » Dans cette longue débâcle, l'empereur fut tout aussi incertain, aussi indécis du premier au dernier jour. La fortune lui avait si souvent souri qu'il ne put jamais la croire tout à fait infidèle. En comptant les survivants de la Bérésina et les effectifs stationnés en Lituanie, ils furent moins de 30 000 à repasser le Niémen. 30 000 sur un demi-million d'hommes, 6 mois plus tôt. Plus de 200 000 soldats de la Grande Armée sont morts au combat, de froid, de faim ou de maladie. Plus de 150 000 ont été faits prisonniers. Chez les Russes, les pertes s'établissent à 300 000 morts, dont la moitié au combat. Mémoire du sergent Bourgogne. La Bérésina n'était pas la fin de nos malheurs. J'avais été fait prisonnier, quelque temps après. Les Russes avaient décidé de nous transférer à l'est, vers la Sibérie. Mes compagnons d'infortune pensaient qu'il valait mieux être captif, mangeant des pommes de terre, que de mourir libre, de faim et de froid sur le grand chemin. Mais moi, je leur fis remarquer qu'ils seraient plus heureux de sortir de leurs griffes. Plusieurs milliers d'entre nous trépassèrent avant d'atteindre la Sibérie. Certains acceptèrent l'offre du tsar de prendre la nationalité russe et s'installèrent sur cette terre qu'on leur avait demandé de conquérir. Quant à moi, je réussis finalement à m'enfuir. Au printemps 1813, j'étais de retour en France. Vous venez d'écouter Napoléon, la campagne de Russie. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Napoléon, la campagne de Russie est un podcast coproduit par Initial Studio et Dockside Productions. Adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Dockside Productions et Indigène Productions, en association avec Z, et réalisé par Fabrice Ourlier. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.